La guerre en Ukraine a connu une escalade spectaculaire au cours de la semaine dernière. L'Ukraine a considérablement intensifié le rythme de ses opérations, tant sur les lignes de front que dans les airs, et semble avoir touché un point sensible en Russie. Une frappe massive russe sur plusieurs villes ukrainiennes, utilisant un nombre record de drones et de missiles, a reçu une réponse immédiate sous la forme d'une importante frappe ukrainienne sur Moscou et plusieurs autres régions. Mais les Ukrainiens ont également intensifié leurs frappes sur les territoires ukrainiens occupés par la Russie. Et c'est l'une de ces frappes, dans la ville de Starobilsk, à Louhansk occupée, qui a vraiment irrité les Russes. En réponse, la Russie a lancé l'une de ses frappes les plus sévères sur Kyiv en mai, et a menacé de frapper encore plus fort dans un avenir proche. Mais dans cette surenchère, l'Ukraine a répondu par une frappe dévastatrice de son côté, et maintenant l'Ukraine et le monde se préparent à ce qui va suivre. La riposte dévastatrice de l'Ukraine a sans doute élevé les enjeux de cette guerre à leur maximum. Résumé de ce que l'Ukraine a fait et des perspectives à venir. La frappe sur Starobilsk dans la nuit du 22 au 23 mai a été l'une des nombreuses attaques qui tourmentent les territoires occupés depuis plusieurs semaines. L'Ukraine semble avoir établi une importante zone de destruction le long de l'autoroute cruciale M14. C'est la principale route logistique du territoire occupé, reliant la Russie continentale à la Crimée d'Est en ouest. Ce qui était une route de la vie est devenu une route de la mort. Des images montrent des dizaines de véhicules militaires et camions-citernes brûlés ou en feu sur la route. La route, connue sous le nom de RR 280 en Russie, est devenue si dangereuse que Vladimir Saldo, le chef de l'occupation russe de l'oblast de Kherson, a été contraint de publier un décret restreignant la circulation des véhicules de fret sur une grande partie de la route. Mais les frappes dans les territoires occupés ne se sont sûrement pas arrêtées là. Le 20 mai, Robert Brovdi, commandant des forces de système sans pilote ukrainiennes, a annoncé que ses unités avaient frappé un camp d'entraînement de pilotes de drones russes dans la ville occupée de Snizhne. Il a déclaré qu'au moins 65 cadets et un instructeur ont été tués dans cette attaque. Le lendemain, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué qu'une nouvelle série de frappes avait visé un quartier général du service de sécurité russe et un système de défense aérienne dans la région de Kherson, occupée, faisant près de 100 Russes tués et blessés. L'état-major ukrainien indique qu'entre le 25 et le 26 mai, les forces ukrainiennes ont frappé un poste de commandement russe à Ocheretina, Donetsk, et un poste régional à Verkhny-Vokhnjakrinetsia, Zaporijia, des stations de contrôle au sol utilisées par les forces russes près de Nesteryanka, dans la région de Zaporijia, et à Novorodivka, dans l'oblast de Donetsk, auraient également été touchés. Mais les Ukrainiens ne faisaient que commencer. Ils ont aussi frappé un entrepôt de drones et un dépôt logistique près de Novopatriarka, un autre entrepôt à Donetsk et un wagon-citerne près de Debaltseve, tous dans l'oblast de Donetsk. Les forces ukrainiennes ont également revendiqué une frappe réussie contre une station radar russe, 1DL 125, 1L 125, Niobizve, près de Yask, dans l'oblast de Louhansk, le 24 mai. Les médias russes affirment qu'une attaque inédite a visé la ville d'Enerodar, où se situe la centrale nucléaire de Zaporijia, le 27 mai, bien que cela ne soit pas rapporté en Occident. La directrice de la communication de la centrale, Yevgenia Yachina, a déclaré aux médias russes qu'au moins 50 explosions avaient été signalées, perturbant les communications et laissant une partie de la ville sans électricité. Il est donc clair que les territoires occupés ont été durement touchés, et que les Russes en ont souffert. Mais c'est la frappe ukrainienne sur Starobilsk, dans le Louhansk, le 22 mai, qui a réellement exaspéré les Russes. Dire que l'ambiance, en Russie, après cette attaque était tendue, est sans doute un euphémisme. En fait, à bien des égards, cette frappe pourrait bien être leur bourreau. Comme vous vous en souvenez probablement, la Russie avait occupé la ville de Boutcha, située en périphérie de Kyiv, lors de sa première avancée sur Kyiv en mars 2022. Après leur retrait, les forces ukrainiennes ont trouvé des centaines de civils morts dans les rues, les sous-sols et des fosses communes. Les victimes étaient souvent retrouvées mains liées derrière le dos, blessées par balles à la tête. L'incident a suscité une indignation mondiale et accéléré le soutien international à l'Ukraine. Mais surtout, cela a renforcé l'unité nationale et le soutien au gouvernement ukrainien et à ses forces face à l'invasion russe. On peut dire plus que tout autre événement isolé au début de la guerre. Malgré de nombreuses preuves contraires, la Russie a nié les accusations. Le président Vladimir Poutine, le ministre Sergueï Lavrov et le président biélorusse Alexandre Loukachenko ont tous qualifié cela de fausse attaque. Aujourd'hui, à Starobilsk, les rôles semblent inversés.
L'Ukraine dit avoir touché le QG de l'unité russe de drones Rubicon près de la ville. L'état-major a affirmé que ce n'était qu'une des nombreuses frappes contre des cibles militaires cette nuit-là, contrairement aux déclarations russes. Les Russes disent qu'il s'agissait d'une frappe délibérée sur un institut de formation d'enseignants, causant 21 morts et de nombreux blessés. La majorité d'entre eux, ont-ils déclaré, étaient des étudiantes, des adolescentes âgées de 14 à 18 ans. Ils affirment que des drones ukrainiens ont d'abord frappé un dortoir où les filles dormaient, puis ont lancé plusieurs vagues de drones, 16 au total visant les survivants et ceux qui tentèrent de les secourir. Les images du site montrent effectivement plusieurs bâtiments détruits au collège de Starobilsk de l'université pédagogique de Louhansk, y compris ce qui semble être un dortoir de 5 étages en ruine. Après une session houleuse et désagréable du Conseil de sécurité de l'ONU convoqué par la Russie sur l'attaque, des pays européens comme le Danemark et la Lettonie ont rejeté la version russe. Les Russes ont donc organisé un voyage pour des journalistes étrangers sur place. Selon le ministère des Affaires étrangères, la BBC, CNN et tous les médias japonais ont décliné l'invitation pour diverses raisons. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a accusé CNN d'avoir filmé la préparation de la frappe, citant un reportage du correspondant Nick Patton-Walsh. Cependant, 50 journalistes de 19 pays auraient effectivement fait le déplacement. Selon les images, aucune preuve d'installation militaire n'apparaît sur le site. Il reste difficile de dire ce qui s'est réellement passé. Peut-être que nous ne le saurons jamais. Ce qui est indiscutable, cependant, c'est que la réaction russe a été sans précédent, du moins en ce qui concerne la guerre en Ukraine. Les médias russes en ont fait des tonnes, avec une couverture médiatique massive qui rappelle fortement les lendemains de Boutcha. La nation est choquée et indignée, non seulement par la frappe, mais aussi parce qu'ils disent que l'Ukraine s'est moquée de la tragédie. L'accélération des frappes ukrainiennes sur les infrastructures russes, l'attaque inédite contre Moscou la semaine passée, et les inquiétudes financières accrues, avaient déjà fortement dégradé l'ambiance, surtout à Moscou. Mais l'attaque de Starobilsk semble avoir franchi une sorte de ligne rouge psychologique nationale. En résumé, ils veulent du sang, et la pression sur Poutine pour réagir avec force a augmenté. Poutine a qualifié l'attaque de terroriste. Il a insisté qu'il n'y avait aucune installation militaire, ni service de renseignement ou connexe à proximité. Ainsi, il n'y a aucune raison d'affirmer que les munitions ont touché le bâtiment à cause de nos systèmes de défense aérienne ou de guerre électronique. Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que la frappe du 22 mai avait marqué un tournant dans la guerre et averti que la patience de la Russie était épuisée. Poutine aurait demandé à son armée des propositions de frappe de représailles, qui sont vite arrivées. Le soir suivant, la Russie a mené l'une des frappes les plus intenses sur Kiev et d'autres régions. L'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir détecté 90 missiles et 600 drones au total. Elle a déclaré que 55 missiles balistiques et de croisière ainsi que 549 drones avaient été interceptés, tandis que 19 missiles pourraient ne pas avoir atteint leur cible. Cependant, ils ont reconnu qu'il y avait eu 16 frappes directes de missiles et 51 frappes de drones dans 54 endroits. Yuri Ignat, porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, a semblé contredire ces taux d'interception. Nous avons vraiment subi une attaque sérieuse. 90 missiles, 600 drones, presque tous sur la capitale. Donc c'est vraiment un problème, a-t-il déclaré. Selon les images, peu de signes d'activité de la défense aérienne pendant l'attaque sur la ville. Cependant, il est bien sûr possible que les défenses aériennes aient été plus efficaces dans d'autres régions attaquées. Tcherkassy, Kharkiv, Odessa, Poltava, Soumy et Jitomir. Les Russes semblent également avoir inclus au moins une frappe avec la soi-disant super-arme russe tant discutée, l'Orechnik. Zelensky a confirmé, grâce à des vidéos géolocalisées en ligne, qu'un Orechnik a frappé Bilyasivka dans la région de Kiev. Plusieurs extraits de la frappe sont apparus, dont un intrigant par sa géolocalisation indiquant la ville de Donetsk. Selon ces images, une seconde frappe aurait eu lieu au nord de Donetsk, le long de la ligne reliant la ville à travers Donetsk, l'oblast de Kharkiv oriental et jusqu'à Belgorod en Russie. D'autres rapports affirment qu'un deuxième Orechnik a été tiré mais a échoué, s'écrasant quelque part en Russie ou dans les territoires occupés. Ce type d'analyse est introuvable sur d'autres chaînes militaires YouTube. Si vous voulez connaître chaque jour les actualités les plus importantes et comprendre pourquoi elles comptent, cliquez sur le bouton s'abonner. On ignore encore ce que les Russes ont frappé à Bilyasivka ni si c'était la cible visée. Un aérodrome et une zone industrielle proche du site pourraient abriter des installations militaires, mais il semble qu'ils aient touché des installations agricoles et industrielles civiles,
causant seulement des dégâts superficiels. L'usage de l'Oreshnik a vivement été condamné par les dirigeants européens. Le président Emmanuel Macron a condamné la frappe, symbole de l'impasse et de l'échec de la guerre d'agression russe. Le chancelier allemand Friedrich Merz a qualifié l'attaque d'escalade imprudente et a affirmé que l'Allemagne reste fermement aux côtés de l'Ukraine. Kaja Kallas, chef de la politique étrangère de l'Union européenne, a qualifié cette utilisation de tactique d'intimidation politique et de dangereuse surenchère nucléaire. L'Oreshnik est principalement conçu comme une arme nucléaire, mais sa charge utile de 6 missiles, chacun libérant 6 sous-munitions, ne peut être utilisée que comme une arme purement cinétique, sans aucune ogive attachée. Poutine a affirmé que les matériaux spéciaux utilisés brûlent presque aussi chaud que la surface du Soleil, permettant aux missiles de pénétrer profondément des structures fortifiées. La frappe sur Bilyasivka n'était pas nucléaire. Aucun nuage en champignons ni radiation n'ont été relevés, mais la menace nucléaire évoquée par Kallas est claire. Le message russe indique que la prochaine frappe sur Oreshnik pourrait être nucléaire. À ce jour, rien ne prouve que l'Ukraine ou d'autres possèdent des défenses aériennes capables de l'arrêter. Mais l'Oreshnik n'était pas le seul missile utilisé lors de l'attaque. Le ministère russe de la Défense indique que les frappes ont utilisé des missiles Oreshnik, Iskander, Kinzhal, Sirkon, des missiles de croisière aériens, maritimes, terrestres et des drones d'attaque. Ils ont déclaré avoir frappé les postes de commandement des forces terrestres ukrainiennes, la direction du renseignement du ministère de la Défense et d'autres postes de commandement ukrainiens, ainsi que des infrastructures militaires non précisées. Comme toujours, ils ont affirmé ne pas avoir visé d'objets civils, mais les preuves suggèrent le contraire. Des immeubles résidentiels, centres commerciaux et bâtiments de services d'urgence auraient été touchés. Zelensky a indiqué que 4 personnes étaient mortes et 100 blessés. Une installation d'approvisionnement en eau a aussi été attaquée, et le musée de Tchernobyl à Kiev presque détruit. Le ministre de l'Intérieur ukrainien, Ihor Klimenko, a qualifié l'attaque contre le musée de délibéré contre l'histoire, la mémoire et la vérité. Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a indiqué qu'une personne a été tuée après qu'un immeuble résidentiel de 9 étages du quartier Shevchenko a été touché et qu'un incendie s'est déclaré aux étages supérieurs. Dans le même quartier, une frappe près d'un abri anti-aérien d'école a bouché son entrée de débris, piégeant plusieurs personnes. Selon les informations, chaque quartier de Kiev a subi des dégâts. Seule l'infrastructure militaire confirmée touchée par les autorités ukrainiennes était le bâtiment du commandement des forces terrestres. Cependant, selon un conseiller bien connu du ministère ukrainien de la Défense, Sergei Flash-Beskresnov, l'installation n'a pas été utilisée depuis le début de la guerre. Il a confirmé que l'usine de Loukinovka, déjà endommagée par des bombardements, avait aussi été touchée. On ne sait donc pas vraiment ce que les Russes ont accompli, sauf donner à Kiev une apparence apocalyptique au lever du soleil. Les Ukrainiens ont-ils accepté l'attaque sans réagir ? Évidemment non. La riposte a été rapide, dévastatrice, et elle se poursuit sans relâche. Le 27 mai au matin, l'Ukraine a frappé une usine de réparation d'avions militaires à Taganrog, région de Rostov. Le gouverneur Yuri Slezar a déclaré que la défense aérienne avait abattu un missile au-dessus de la ville, les débris blessant 2 femmes, dont une gravement. Mais des images analysées par le média russe Astra suggèrent que la frappe a touché près de la 325e usine de réparation aéronautique, une installation qui entretient les avions militaires russes, notamment des avions de transport, AN-12 et Il-76 des bombardiers, Su-24 des avions d'attaque, Su-25, ainsi que des hélicoptères, Mi-8 et Mi-24. L'installation a été sanctionnée par l'UE, les États-Unis et l'Ukraine pour son soutien à l'effort de guerre russe. Plus au nord, des explosions provoquées par une attaque de missiles ukrainiens ont secoué la zone autour de la base aérienne militaire Baltimore à Voronej. Cette base abrite les chasseurs bombardiers Su-34 que la Russie utilise massivement lors de ses attaques contre l'Ukraine. Le gouverneur de Voronej, Alexandre Gouchev, a annoncé que 2 cibles rapides ont été détruites au-dessus de la ville et que des débris ont endommagé des bâtiments civils sans faire de victimes. La chaîne ukrainienne Xelanova Plus a déclaré que des missiles Storm Shadow britanniques et français visaient la base aérienne. Une vidéo en ligne montrait une épaisse fumée noire après la frappe, suggérant des impacts directs plutôt que des dégâts de débris. Cette nuit-là, les forces ukrainiennes ont encore frappé la ville assiégée de Tuapser, dans le kraï de Krasnodar. C'est au moins la 5e fois que cette ville stratégiquement importante est touchée, rien qu'au printemps 2021. La ville abrite une importante raffinerie de pétrole ainsi qu'un terminal maritime permettant de charger les produits de la raffinerie sur des navires pour l'exportation. Une frappe précédente,
le 1er mai a temporairement transformé la ville en un enfer invivable, avec un air si chargé de fumée que respirer est devenu dangereux, toxique. Une pluie noire de pétrole est tombée, laissant une nappe qui n'a pas été totalement nettoyée près d'un mois après. La dernière attaque a visé le terminal maritime et la raffinerie, provoquant un grand incendie. Le quartier général opérationnel du Kraï de Krasnodar a attribué les dégâts à la chute de débris de drones, sans surprise. Mais souvent, comme à Taganrog et Voronezh, c'est un euphémisme pour un impact direct. Enfin, la Crimée occupée a aussi été attaquée, comme très souvent. Le gouverneur de Sébastopol, Mikhail Razvozaïev, a indiqué que des drones ukrainiens et des missiles Storm Shadow ont visé la ville cette nuit, dont un touchant le bâtiment de la direction sud de la Banque centrale de Russie. L'impact a déclenché un incendie sur le toit et endommagé fenêtres et balcons des immeubles voisins, sans victimes d'après les responsables locaux. Le ministère russe de la Défense a déclaré que ses défenses aériennes avaient détruit 140 drones ukrainiens au-dessus de 7 régions russes et de la Crimée durant la nuit, sans mentionner de frappes de missiles. L'Ukraine et le monde se préparent à la suite, tandis que le pays prépare sans doute sa prochaine attaque. Lundi, avant les représailles ukrainiennes, le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que ses forces commenceraient à mener des frappes systématiques sur les installations militaro-industrielles de Kiev ainsi que sur les centres de décision. Il a appelé les étrangers. Le personnel diplomatique a quitté la ville et les habitants à éviter les zones militaires et administratives. Même les États-Unis n'ont pas pu éviter les répercussions. Peu après l'avertissement, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, aurait appelé le secrétaire d'État Marco Rubio et lui aurait dit sans détour que Washington devait évacuer les diplomates de l'ambassade américaine à Kiev. Mais son avertissement semble avoir été largement ignoré. Mercredi, Kaja Kallas a affirmé que les diplomates de l'UE resteraient, et qu'à sa connaissance, seuls les États-Unis avaient commencé à évacuer leur ambassade, ce qu'ils ont aussitôt démenti. L'ambassade des États-Unis est ouverte. Il n'y a aucun changement dans nos opérations, et les informations contraires sont fausses, a-t-elle publié sur X. C'est la dernière d'une série de déclarations embarrassantes de Kaja Kallas, suscitant des critiques croissantes des médias et analystes. Les diplomates européens restent, malgré l'avertissement de la Russie, laissant entendre que le quartier administratif de Kiev pourrait être pilonné d'un moment à l'autre. Le ministre ukrainien Andriy Syabrii a qualifié les avertissements de Moscou de chantage, assurant que ces menaces n'effraieraient pas les diplomates occidentaux à Kiev. L'ambassadrice de l'UE en Ukraine, Katerina Mladenova, a rejeté les appels à l'évacuation et affirmé que les missions occidentales resteraient dans la ville. Mais sous cette bravade, il y a des signes que l'Ukraine s'inquiète de la gravité des prochaines frappes russes. Mercredi, l'analyste ukrainien Ihor Romanenko a déclaré que la Russie regroupait des missiles balistiques et pourrait lancer une frappe massive dans une semaine. L'ancien chef adjoint de l'état-major général et fondateur de Safe Skies Over Ukraine a déclaré que la Russie augmentait l'usage de missiles balistiques pour exploiter le manque de missiles antibalistiques ukrainiens pour la défense aérienne. Mercredi, Volodymyr Zelensky a écrit une lettre ouverte à Donald Trump, remise au Congrès par l'ambassadrice ukrainienne, Olena Stefanichina. Dans cette lettre, il a signalé la pénurie de défense antibalistiques en Ukraine et demandé des livraisons plus rapides de missiles Patriot par les États-Unis. Pour la défense anti-missiles balistiques, nous dépendons presque entièrement des États-Unis. Le rythme des livraisons du programme Pearl ne correspond plus à la menace actuelle. Je sollicite votre aide pour protéger l'espace aérien ukrainien des missiles russes, a-t-il écrit. On ignore si Trump a répondu ou comment il le ferait. Mais en attendant, des blogueurs russes ont noté que les frappes de cette semaine se sont concentrées sur des cibles liées à l'armée de l'air russe, en particulier sur ce qu'ils décrivent comme des terrains et des installations à partir desquels la Russie lance des missiles contre l'Ukraine. Ils pensent que cela vise à empêcher ou retarder une frappe massive que Romanenko juge en préparation. Mais il y a une question que personne n'ose aborder, et pour de bonnes raisons. Poutine autorisera-t-il une arme nucléaire tactique ? Les partisans russes de la ligne dure ont été ébranlés par les revers récents sur le front, la capacité accrue de l'Ukraine à frapper en profondeur sur le territoire russe en toute impunité, et l'attaque de Starobilsk. Ils demandent des mesures très sévères, mais on peut se demander si la Russie a réellement la puissance conventionnelle pour infliger un coup dévastateur à Kiev ou gérer les conséquences. Des voix telles que celle du professeur Sergei Karaganov, président honoraire du Présidium du Conseil de politique étrangère et de défense, demandent depuis longtemps à Poutine d'abandonner la retenue envers l'Ukraine, mais elles ont surtout été réduites au silence par Poutine. Aujourd'hui,
Le message de Karaganov semble gagner en résonance. Il affirme que si l'arsenal nucléaire russe ne suffit pas à dissuader une agression, la Russie devra en utiliser une partie pour rétablir la dissuasion. Il ne préconise pas seulement des frappes contre l'Ukraine. Il veut également cibler les nations européennes qui la soutiennent le plus. Il a déclaré aux médias russes, Vesti, que des frappes symboliques pourraient précéder des frappes moins symboliques. Poutine a à plusieurs reprises fixé des lignes rouges pendant la guerre, pour ensuite les laisser être franchies de manière humiliante sans vraiment réagir. L'Ukraine et ses alliés ont toujours saisi chaque occasion pour augmenter les enjeux, mais cette fois cela semble différent. Poutine va-t-il encore échouer à défendre sa ligne, ou Starobilsk était-il vraiment la goutte d'eau de trop, comme l'a dit Lavrov ? Si la Russie est prête et surtout capable de lancer une frappe dévastatrice contre l'Ukraine ou ailleurs, comment l'Occident réagira-t-il ? La couverture de la guerre Russie-Ukraine se concentre exclusivement sur les lignes de front. Des reportages réguliers évoquent un camp gagnant du terrain, ou capturant une localité disputée, tandis que des analystes détaillent les statistiques des gains et pertes territoriaux de chaque camp. Mais cette guerre n'a pas lieu seulement sur le front. En réalité, une seconde guerre se déroule à des kilomètres derrière la ligne de front, au cœur des territoires occupés de l'Ukraine, comme Kherson et la Crimée. Cette guerre a bien plus d'impact que la lutte pour le contrôle de la ligne de front, influençant davantage les chances de victoire à long terme de chaque camp. La Russie est en train de perdre cette guerre, les preuves sont évidentes. Des routes sûres deviennent désormais des autoroutes de l'enfer. Les lignes d'approvisionnement établies sont coupées. Les connexions sont coupées, les convois sont incendiés, et les mouvements sont étouffés par des drones, des missiles et des frappes surprises que personne n'aurait pu prévoir ni auxquelles se préparer. Petit à petit, la capacité de la Russie à approvisionner les lignes de front, à alimenter sa gigantesque machine militaire et à mener cette guerre est éradiquée par l'Ukraine. C'est la guerre, derrière la guerre. Pour comprendre son importance, il faut d'abord connaître une règle d'or des conflits modernes. Elles ne sont pas nécessairement gagnées par le camp qui possède le plus de chars, de soldats ou d'autres ressources, mais par celui qui maîtrise l'art de déplacer ses ressources efficacement. Comme l'aurait dit un jour le légendaire général américain Omar Bradley, les amateurs parlent de stratégie, les professionnels parlent de logistique. Surtout dans un conflit qui dure aussi longtemps que celui-ci, la logistique compte tout autant que la puissance de feu globale. Pour maintenir la pression sur l'Ukraine le long de centaines de kilomètres de front, la Russie doit pouvoir déplacer ses troupes en toute sécurité sur ses territoires. Mais ce n'est pas tout. Elle doit aussi disposer de moyens pour transporter d'autres fournitures essentielles comme des armes et des munitions. Les équipes de réparation doivent accéder aux chars et véhicules blindés endommagés. Les équipes médicales doivent évacuer les soldats blessés des zones dangereuses. Le carburant doit arriver sans interruption au front pour que les groupes d'assaut russes puissent utiliser leurs véhicules et mener leurs attaques. Toute force de première ligne nécessite un vaste réseau logistique et d'approvisionnement pour la soutenir et l'entretenir. Et si ce réseau s'effondre, ou même s'il est perturbé, tout le reste s'écroule autour de lui. Privée de lignes d'approvisionnement, une armée s'affaiblit et offre à l'adversaire des occasions de riposte. C'est pourquoi, même si les combats en première ligne comptent et que les statistiques de contrôle territorial comptent aussi, cette guerre n'est plus seulement une question de savoir quel camp contrôle quelle parcelle de terre. Alors que la guerre entame sa 5e année, la question est surtout de savoir quel camp pourra tenir et soutenir ses opérations le plus longtemps. C'est devenu un conflit d'endurance et l'Ukraine le comprend. Elle comprend qu'il n'est pas forcément nécessaire de détruire chaque char russe si elle peut s'assurer que ces chars n'ont pas le carburant dont ils ont besoin pour avancer. Elle n'a pas à tuer chaque soldat russe si elle coupe leur ligne de ravitaillement. Ainsi, elle a cessé de cibler des unités individuelles sur le champ de bataille pour s'attaquer au système global qui les alimente et les relie. C'est un changement qui pourrait s'avérer décisif, car nous avons vu à quel point la logistique peut faire ou défaire même les armées les plus puissantes, et cela à de nombreuses reprises tout au long de l'histoire. Le célèbre empereur français Napoléon Bonaparte, par exemple, a appris à ses dépens à quel point la logistique pouvait être cruciale lorsqu'il a mené sa grande armée en Russie, s'attendant à une victoire rapide. Il avait réuni l'une des forces de combat les plus puissantes jamais vues en Europe, voire dans le monde. Mais plus son armée avançait en Russie, plus la pression sur ses lignes d'approvisionnement grandissait, jusqu'à ce qu'elles soient trop étirées et finissent par céder. Les réserves de nourriture baissaient, les munitions arrivaient trop lentement au front, et les chevaux mouraient. Et le rude hiver compliquait tout. Les Allemands ont vécu un cauchemar similaire durant la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois,
Cela s'est produit en Russie, où les forces nazies se sont précipitées sur le territoire soviétique, espérant que leur tactique de blitzkrieg, qui reposait tant sur la vitesse et l'élan, serait trop difficile à gérer pour l'ennemi. Plus ils avançaient, plus il devenait difficile de garder ces lignes d'approvisionnement cruciales. Et soudain, même la force militaire la plus redoutable au monde dut brandir le drapeau blanc à Stalingrad. Aujourd'hui encore, la logistique demeure essentielle pour toute armée victorieuse. Le succès des États-Unis lors de l'opération Tempête du désert ne tenait pas seulement à des troupes mieux entraînées et un équipement supérieur. C'était aussi parce que les forces américaines ont trouvé les moyens les plus efficaces et intelligents de déplacer d'énormes quantités de carburant, de munitions et d'autres fournitures, même dans des conditions désertiques difficiles. Les conflits modernes, comme celui-ci ou la guerre en Ukraine, consomment des ressources à un rythme remarquable, ce qui rend la logistique et les chaînes d'approvisionnement plus importantes que jamais. Pour exercer une pression sur le front et garder le contrôle des territoires capturés, la Russie a dû bâtir et utiliser un réseau complexe de centres ferroviaires, dépôts, convois, postes de commandement et corridors de transport. Ce sont justement ces cibles que l'Ukraine s'est engagée à détruire. Récemment, de nombreuses frappes réussies ont touché les territoires occupés, et au-delà, ciblant les nœuds logistiques essentiels à la Russie. Des dépôts de munitions ont été incendiés, des centres ferroviaires ont été anéantis. Les réseaux routiers sont tombés sous le siège des drones ukrainiens, qui planent au-dessus, scrutant le sol, attendant le moindre signe d'un convoi russe pour le prendre pour cible et le bombarder. Mais l'Ukraine ne compte pas s'arrêter là. Elle est prête à intensifier la pression, avec son propre ministre de la Défense, Mikhailo Fedorov, qui a annoncé une campagne dite de blocus logistique le 27 mai. Dans un message détaillé publié sur son compte officiel Telegram, Fedorov a révélé qu'il s'agirait d'un programme en 2 étapes, conçu pour intensifier les frappes à moyenne portée et détruire systématiquement les capacités russes en profondeur opérationnelle. Notre objectif est d'accentuer la pression sur les Russes causes à l'arrière et de les empêcher de mener des opérations d'assaut. La première phase du blocus logistique concerne entièrement le financement. Le ministère ukrainien de la Défense injecte la somme colossale de 5 milliards de hryvnias ukrainiennes, qui seront utilisées pour acheter des armes de frappe de moyenne portée plus percutantes, afin de cibler les nœuds logistiques russes à des dizaines de kilomètres derrière les lignes de front. Ces armes incluent des drones tels que FP2, Hornet et Goulava, qui sont capables de parcourir de plus longues distances et de rester en vol plus longtemps que d'autres modèles. Certains affichent des portées opérationnelles allant jusqu'à 200 km, soit 125 miles. Ils sont également souvent capables de fonctionner de manière autonome une fois qu'ils entrent en territoire ennemi, utilisant leur propre intelligence artificielle pour scruter le terrain et identifier des cibles, plutôt que de devoir compter sur des pilotes humains pour les guider. Plus d'unités ukrainiennes recevront bientôt ces armes, mais pas toutes. Fyodorov a indiqué que seules les meilleures brigades du ministère peuvent utiliser les armes les plus récentes, grâce à un système de récompense. Les fonds iront aux brigades et unités les plus efficaces, selon le système E-Point, c'est-à-dire à celles spécialisées dans la destruction en profondeur et ayant les meilleurs résultats dans ce domaine précis. Les premières unités ont reçu des fonds, et les achats directs ont commencé. C'est logique, les armes à moyenne portée sont plus chères à produire que les drones FPV, et l'Ukraine n'a pas de fonds illimités. Elle a toujours fait preuve d'ingéniosité, en utilisant les ressources à sa disposition avec soin et attention, afin de s'assurer que rien ne soit gaspillé. Distribuer ces armes à des unités incapables d'en tirer pleinement parti n'aurait guère de sens. En les confiant aux brigades les plus performantes, l'Ukraine augmente ses chances de frappe plus réussies contre la Russie, rendant son blocus logistique plus efficace. Fyodorov a aussi détaillé la seconde phase du programme. Nous centralisons les appels d'offres pour acheter un important lot d'armes de frappe de moyenne portée. Les appels d'offres ouverts visent à la rapidité, l'augmentation de la production, la concurrence, la réduction des risques de corruption, la transparence et une gestion efficace des fonds publics. La première phase concerne l'instant présent, fournir des armes aux brigades pour maintenir la pression sur l'ennemi. La seconde vise davantage le long terme. L'objectif est de généraliser le système pour accélérer la production de drones de frappe intermédiaire, stimuler la concurrence entre fabricants et standardiser les achats, afin de déployer bien plus de ces armes dans les mois et les années à venir. Avant d'expliquer pourquoi cela est important et son impact sur le terrain, vous regardez l'émission militaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Fyodorov prévoit que l'Ukraine verra rapidement les bénéfices du programme, indiquant que dès cet été,
l'achat centralisé de capacités de frappe à moyenne portée aura un impact sur la ligne de front. L'ennemi ne se sentira plus en sécurité, même à une grande distance de la ligne de combat. De nombreuses preuves montrent que la Russie subit déjà les effets dévastateurs des frappes à moyenne portée de Kiev. En effet, comme le note lui-même Fyodorov, le prix de l'avancée pour les Russes ne cesse d'augmenter. Il poursuit en expliquant qu'aussi récemment qu'en octobre 2025, la Russie perdait en moyenne environ 67 soldats pour chaque kilomètre carré de territoire gagné. En avril de cette année, ce chiffre a presque triplé, atteignant 179 pertes par kilomètre carré. Le ministre poursuit. La Russie subit des pertes records, plus de 35 000 soldats tués ou grièvement blessés chaque mois, et nous continuons d'accélérer le rythme. Il indique que l'Ukraine a multiplié par 4 la destruction de la logistique, des entrepôts, du matériel, des postes de commandement et des routes ennemies en profondeur ces derniers mois, avec des effets visibles. Plus la logistique russe est détruite, moins il y a d'assauts sur la ligne de front LBZ. Fyodorov avance 2 raisons principales. Premièrement, l'Ukraine a adapté sa stratégie pour viser davantage des cibles à l'arrière du front. Deuxièmement, la Russie n'a plus accès au service satellite Starlink, qui aidait ses troupes à piloter leurs drones, à communiquer entre elles et à gérer leurs mouvements sur le champ de bataille. Sans cette technologie, les forces russes avancent à l'aveugle dans les zones meurtrières de la ligne de front, tandis que l'enfer se déchaîne derrière elles. Cela se voit particulièrement bien dans les régions occupées du sud de l'Ukraine, en particulier dans les parties méridionales de Donetsk, ainsi que dans les régions de Zaporijia et de Kherson. En Russie, pendant des années, quelques lignes d'approvisionnement ont transformé d'anciennes autoroutes ukrainiennes en routes pour convois militaires. Durant des années, elle a pu continuer ainsi, car les itinéraires étaient trop éloignés pour que l'Ukraine les cible régulièrement. Même si elle pouvait effectuer une frappe de temps en temps, elle n'avait tout simplement pas la technologie nécessaire pour le faire de manière régulière. Mais tout cela a changé. L'Ukraine détient maintenant la technologie et les armes pour frapper ces sites avec une efficacité remarquable. À Donetsk par exemple, la brigade Azov de la première garde nationale d'Ukraine a récemment révélé que ses drones longue portée placent activement les routes d'approvisionnement russes sous contrôle de tir. Plus précisément, ils ciblent 2 routes principales menant à la ville ukrainienne de Mariupol. L'une de ces routes mène à la ville portuaire russe de Taganrog à l'est, tandis que l'autre s'étend plus au nord dans la région de Donetsk jusqu'à Volnovakha. Ces routes font partie du grand corridor terrestre reliant la Russie continentale à la Crimée occupée et traversant plusieurs régions occupées au passage. Ce passage est essentiel pour le Kremlin afin d'acheminer nourriture, munitions et fournitures vers la Crimée, surtout maintenant que les autres routes sont détruites ou trop dangereuses. La brigade Azov a publié des images le 25 mai montrant leurs drones en train de surveiller les flux de circulation sur les autoroutes, repérant les véhicules militaires russes et frappant leurs cibles avec facilité. Dans la légende de la vidéo, Azov a écrit « Azov patrouille la frontière autour de Mariupol. Le territoire ukrainien doit être libéré des troupes russes. Le moyen le plus sûr est de rapprocher la zone sanitaire visant la logistique ennemie de la Russie et de la Crimée occupée. » L'unité a conclu « Il n'y aura plus de région de la mer d'Azov sûre pour les occupants. » Si l'on en croit ces preuves, ils ont raison. Le nombre croissant de drones ukrainiens pourrait bientôt rendre ces routes trop risquées pour la Russie. Le Kremlin n'aura plus de moyens d'acheminer des fournitures en Crimée, actuellement assiégée tandis que drones et missiles ukrainiens détruisent les dernières défenses aériennes et installations militaires. Cela se passe aussi dans d'autres territoires occupés, pas seulement à Donetsk. Au même moment, Azov partageait le contrôle des routes vers Mariupol. Une autre brigade ukrainienne, la 412e, ou brigade Némésie pour être exact, a également révélé que les responsables russes avaient en fait décidé de fermer l'une de leurs principales routes logistiques, traversant le sud de l'Ukraine. L'autoroute R280, que le Kremlin appelait la route de Novorossiya, s'étend à travers les villes occupées de Mariupol jusqu'à Melitopol, dans la région de Zaporijia et Simferopol, en Crimée. Il s'agit du dernier tronçon du corridor terrestre de Crimée, essentiel pour la logistique du Kremlin, car aucune autre route dans la région ne permet à la Russie d'acheminer ses approvisionnements. Les forces du Kremlin dépendent de cette voie pour déplacer équipements militaires et fournitures vers l'ouest. C'était jusqu'à l'arrivée de la brigade Némésie, qui a déployé un nouveau drone d'attaque secret, jamais vu publiquement, et qui se serait montré très efficace derrière les lignes ennemies, détruisant des dizaines de camions et citernes russes. Sur Telegram, Némésis a déclaré «
Les pertes ont poussé le commandement russe et les autorités d'occupation à limiter la circulation des équipements lourds sur l'autoroute de Novorossia. Les tentatives de l'ennemi d'utiliser des routes de campagne et des chemins de terre pour des détours s'avèrent également vaines. Les drones ukrainiens repèrent et neutralisent efficacement des cibles sur tous les terrains. Cela rappelle les images et vidéos récentes sur les réseaux sociaux montrant les routes principales quittant Mariupol, bordées de carcasses calcinées de véhicules militaires et de châssis de chars fumants, prouvant, sans l'ombre d'un doute, que ces routes ne sont plus des endroits sûrs pour les Russes. Le Nemesis Post indique que malgré l'utilisation de routes alternatives et hors piste par la Russie, les drones ukrainiens les détectent et détruisent facilement leurs convois. La Russie devrait pouvoir agir, puisqu'elle affirme être la deuxième armée mondiale et vante ses défenses aériennes ultra-modernes. Elle investit chaque année des milliards dans ses forces armées. Cependant, les lignes d'approvisionnement qu'elle prétend contrôler deviennent vite des cimetières de véhicules. Bien que les nationalistes russes radicaux et les blogueurs Z pressent le Kremlin d'installer des filets ou des dispositifs anti-drones le long de ces routes, elles restent sous menace aérienne. Cela s'explique sans doute parce que l'Ukraine a visé non seulement les routes, mais aussi leur défense environnante. Kyle Glenn, enquêteur au Centre pour la résilience de l'information, a récemment indiqué une hausse de 300% des frappes ukrainiennes contre les défenses aériennes et équipements de guerre électroniques russes en mars et avril, environ 80 systèmes ayant été ciblés. Beaucoup sont coûteux et difficiles à remplacer. Et chaque fois que la Russie perd un système de défense, il devient encore plus facile pour l'Ukraine de le frapper à nouveau, encore plus durement qu'auparavant. Comme le souligne Glenn, le danger pour la Russie réside dans ces pertes collectives de systèmes de défense aérienne, qui conduisent effectivement à une défaillance en cascade, chaque perte individuelle rendant les attaques de drones ukrainiens encore plus efficaces. Et cela ne va pas s'arrêter. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky l'a confirmé le 5 mai en écrivant sur X. Le nombre de frappes à moyenne portée a fortement augmenté, avec 2 fois plus de frappes à plus de 20 km qu'en mars, et 4 fois plus qu'en février. Il y en aura encore plus, c'est un secteur prioritaire. En conséquence directe, les unités russes ressentent déjà la pression, tout comme les forces de Napoléon et les nazis avant eux il y a tant de décennies. Ils déplacent leurs principaux atouts, tels que dépôts de munitions et postes de commandement, loin du front. C'est une arme à double tranchant. D'un côté, cela peut aider à rendre ces emplacements un peu plus sûrs. De l'autre, cela complique encore davantage la logistique, car les approvisionnements doivent parcourir de plus longues distances. Les drones ukrainiens devenant de plus en plus capables de parcourir ces longues distances, il pourrait bientôt ne plus avoir d'importance à quelle distance la Russie replie ses postes de commandement et ses points d'approvisionnement. L'armée de drones de Kiev, en rapide évolution, les repérera et les détruira bientôt tous. Même les journalistes russes commencent à voir la crise qui s'annonce. Le correspondant de guerre, Dmitry Stechin, avertissant que, à moins qu'une action urgente ne soit prise, la logistique s'effondrera dans les mois à venir. C'est exactement sur cela que l'Ukraine mise. Lorsque le président russe Vladimir Poutine a ordonné l'invasion de l'Ukraine en 2022, il était convaincu que sa soi-disant opération militaire spéciale réussirait. C'est facile à comprendre. Poutine avait une armée plus nombreuse, une économie plus solide, et un approvisionnement apparemment infini en soldats et matériel militaire pour accomplir la mission. Pourtant, à mesure que la guerre s'éternisait, année après année, les ressources du Kremlin commencèrent à diminuer. Les chars et véhicules d'infanterie ont été détruits. Les flottes se sont réduites, les défenses se sont amoindries. Et maintenant, enfin, Poutine commence à manquer de ce qui est peut-être la ressource militaire la plus vitale de toutes, les hommes. Et sans des hommes prêts à mettre un casque, à lasser leurs bottes et à marcher vers les zones de combat les plus dangereuses, risquant leur vie pour la gloire de la mère patrie, la Russie n'a aucune chance de gagner cette guerre. Poutine ne l'avait jamais vu venir. Lorsque la guerre a commencé, la Russie possédait l'une des plus grandes armées du monde, avec environ 900 000 soldats en service actif et des centaines de milliers de paramilitaires supplémentaires en réserve. En comparaison, l'armée ukrainienne comptait moins de 200 000 soldats. Les tendances historiques indiquent que les envahisseurs subissent encore souvent plus de pertes que les défenseurs, donc les commandants russes prévoyaient sans doute des pertes. Mais ils ne pouvaient pas imaginer l'ampleur des pertes qui attendaient leur armée. Alors que l'Ukraine a défié les pronostics et fait preuve d'une résilience remarquable, les pertes de la Russie ont commencé à s'accumuler. Au premier stade de la guerre, le Kremlin a subi plusieurs milliers de pertes par mois. En 2023, ce chiffre était passé à environ 15 à 20 000.
En 2024, il a dépassé la barre des 30 000, atteignant même brièvement plus de 40 000 vers la fin de l'année. L'année 2025 a connu des pertes tout aussi dévastatrices, avec une moyenne d'environ 30 000 par mois, et cela s'est poursuivi jusqu'en 2026. Pour mettre ce chiffre en perspective, pendant la guerre soviéto-afghane, qui a duré de 1979 à 1989, les soviétiques ont perdu entre 15 000 et 20 000 soldats au total, sur près d'une décennie. Aujourd'hui, la Russie en perd plus que cela chaque mois. Au total, on estime qu'elle a subi plus de 1,3 million de pertes, avec environ 500 000 morts et près d'1 million de blessés supplémentaires. Ce chiffre dépasse plus de 5 fois les pertes totales du pays lors de toutes les guerres russes et soviétiques depuis la Seconde Guerre mondiale, y compris l'Afghanistan et les 2 guerres de Tchétchénie. Selon le Centre d'études stratégiques et internationales, la Russie a subi plus de pertes que n'importe quelle grande puissance dans une guerre depuis la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, le plus stupéfiant est que ces pertes horribles étaient jugées soutenables par Poutine et ses acolytes du Kremlin durant les premières années du conflit. Peu importait que des dizaines de milliers de soldats russes rentrent chez eux dans des sacs mortuaires. Peu importait que des frères, des fils, des maris et des pères soient massacrés en masse ou subissent des blessures qui bouleversent leur vie. Peu importait, car l'armée avançait toujours, même si c'était assez lentement dans la plupart des régions, et il y avait toujours plus de recrues prêtes et en attente pour renforcer les rangs. L'armée russe a même grandi durant les premières années du conflit grâce à la mobilisation partielle de 2022 et à de forts investissements dans le recrutement ensuite. De nombreux hommes valides se sont engagés volontairement pour combattre en Ukraine. La plupart ont été amenés à croire que la guerre serait terminée en un rien de temps, ou qu'ils n'auraient à servir que quelques mois avant de faire leurs valises et de rentrer chez eux. Beaucoup ont été trompés en pensant qu'ils pourraient gagner facilement de l'argent en s'engageant, en servant dans un endroit relativement sûr, loin du front, puis en rentrant chez eux pour profiter des fruits de leur travail. D'autres ont subi du chantage, ou ont été forcés de s'engager. Les recruteurs russes, utilisant des tactiques sournoises, comme faire pression sur les minorités ethniques et menacer de déportation en cas de refus de signer les contrats. Les méthodes comptaient peu. Tant que de nouveaux soldats compensèrent les pertes, la machine de guerre du Kremlin poursuivait son assaut contre l'Ukraine. Mais cela ne pouvait durer éternellement. Même dans un pays comptant plus de 140 millions d'habitants, il n'y a qu'un nombre limité de personnes valides réellement prêtes et disposées à se joindre au combat. Et plus le temps passait, plus ces mêmes personnes commençaient à réaliser que s'ils s'engageaient, ils signeraient très probablement leur propre arrêt de mort par la même occasion. Le recrutement est donc plus difficile et la Russie plus désespérée. C'était plus que du chantage. On libérait des violeurs et meurtriers de prison, leur offrant la liberté s'ils acceptaient un an au front. Ils ont envoyé des malades incurables et invalidants au combat. Ils ont lancé des campagnes de recrutement militaire mensongères pour tromper les étudiants en difficulté, leur faisant croire que partir à la guerre serait sans risque, comme un jeu vidéo, et qu'ils resteraient là loin du front. Ils ont ordonné aux écoles et entreprises de rechercher activement les étudiants et les employés et de leur faire signer des contrats militaires. Ils ont même commencé à regarder au-delà de leurs frontières, utilisant leur influence à travers l'Afrique pour tromper des milliers de personnes d'autres nationalités et les pousser à combattre dans une guerre qui ne les concernait pas, risquant leur vie pour un pays qui ne se souciait pas d'eux. Sur le champ de bataille aussi, les commandants russes sont devenus plus impitoyables et brutaux dans la façon dont ils traitaient les soldats sous leur commandement, torturant, battant et exploitant ceux qui montraient le moindre signe de vouloir déserter. Mais rien de tout cela n'a suffi à endiguer le flot de pertes et à empêcher l'armée russe de commencer lentement, mais sûrement à rétrécir. Les chiffres le prouvent. En décembre 2025, pour la première fois depuis le début de la guerre, la Russie a officiellement perdu plus de soldats qu'elle n'a pu en recruter, avec 22 000 nouvelles recrues, ou mobilisées contre plus de 30 000 pertes confirmées. Les optimistes espéraient que c'était le début de quelque chose de spécial. Les pessimistes craignaient qu'il ne s'agisse que d'un cas isolé, un incident unique qui méritait d'être célébré, mais qui aurait peu d'impact à long terme. Puis est arrivé janvier 2026 et la même chose s'est produite. Et encore, en février, mars et avril. Pendant 5 mois consécutifs, le taux de perte de la Russie a dépassé son taux de recrutement. Ce n'était pas un cas isolé, c'était une tendance,
Et cela devient maintenant une tendance à laquelle la Russie peine à répondre, car ses stratégies de recrutement n'obtiennent pas de résultats suffisants, et ses tactiques sur le champ de bataille continuent de provoquer des pertes dévastatrices. En effet, en février 2026, pour le 4e anniversaire de l'invasion, The Economist a publié sa propre modélisation des pertes russes, concluant que le pays avait subi autant de pertes au cours des 12 derniers mois qu'au cours des 3 premières années de la guerre réunie. En d'autres termes, les pertes montent en flèche. Au moment où le recrutement diminue. C'est la recette du désastre pour le Kremlin, et avec certaines estimations suggérant qu'environ 1000 soldats russes sont éliminés chaque jour, soit tués, blessés ou capturés, l'armée du pays est presque assurée de devenir plus faible et plus petite à mesure que la guerre se prolonge. La situation s'aggrave pour Poutine quand on compare les pertes du pays à celles de l'Ukraine. Au début, bien sûr, l'Ukraine a effectivement subi de lourdes pertes. Les premiers mois ont été difficiles pour les forces de Kiev, qui peinaient à faire face à l'ampleur et à la férocité de l'invasion russe. Avec des ennemis attaquant de plusieurs côtés, les soldats ukrainiens et les courageux volontaires civils ont eu du mal à trouver leur marque. L'échec de la contre-offensive de 2023 a aussi marqué un point bas, causant de nombreuses pertes parmi les troupes. Cependant, au fur et à mesure que la guerre avançait, l'Ukraine a trouvé des moyens de limiter ses pertes. Elle s'est plus tournée vers la guerre par drone. Elle a reçu une aide décisive de ses alliés occidentaux, et ses commandants ont adapté leurs tactiques, optimisant les ressources, sans imiter la stratégie du Kremlin qui considère les soldats comme de la chair à canon. Ainsi, les dernières phases de la guerre ont été plus favorables à l'Ukraine, avec moins de pertes mensuelles. Les deux pays ont suivi des trajectoires totalement opposées. L'Ukraine a mal commencé la guerre, mais s'est améliorée avec le temps. La Russie a commencé fort, mais a depuis connu une chute spectaculaire. Qu'est-ce que cela implique pour la suite de la guerre ? Avant d'en arriver là, il y a encore de nombreux contenus similaires. Si vous aimez cette émission militaire, abonnez-vous. Face à de telles pertes et à des difficultés de recrutement, de nombreux dirigeants comprendraient qu'il est temps de ravaler leur fierté et d'envisager des négociations de cessez-le-feu ou de réévaluer leurs objectifs militaires. Mais ce n'est pas le style de Vladimir Poutine. Selon de nombreux rapports, et même des responsables internes du Kremlin, qui se sont confiés à des journalistes occidentaux, sous couvert d'anonymat, le président russe reste obstinément déterminé à s'emparer du Donbass et à poursuivre la guerre dans un avenir prévisible. Un responsable a déclaré qu'ils ont tenté de convaincre Vladimir Poutine de mettre fin à la guerre et de garder les territoires conquis. Selon eux, ils répètent sans cesse « Non, je ne peux pas faire de compromis là-dessus ». Vladimir Poutine pense même que le Donbass pourrait être conquis d'ici l'automne. Cependant, les données suggèrent le contraire. Parce que les forces russes ne perdent pas seulement des hommes en grande quantité, elles peinent aussi énormément à conquérir du territoire rapidement. Selon les données de l'Institut pour l'étude de la guerre, par exemple, les forces russes ont capturé environ 220 km², soit 85 miles², en 2026 jusqu'à présent. C'est à peu près la taille de Seattle. En réponse, l'Ukraine a réussi à reprendre environ 189 km², soit 73 miles². Cela donne à la Russie un gain net de seulement 31 km², soit 12 miles² en 2026. C'est pratiquement rien. Et le pire, c'est que la Russie a payé un prix exorbitant pour ce presque rien. Selon certaines estimations, plus de 300 soldats russes ont été tués ou gravement blessés pour chaque kilomètre² conquis dans le Donbass cette année. Et le nombre de morts devient en réalité nettement supérieur au nombre de blessés. C'est une mauvaise nouvelle pour le Kremlin. En fait, c'est presque sans précédent. En général, dans la guerre moderne, les pertes sont principalement composées de soldats blessés. En général, pour chaque soldat tué, il y a 3 blessés. Dans certains cas, le ratio est encore plus élevé. En Irak, par exemple, les États-Unis ont subi environ 7 soldats blessés pour chaque mort, ce qui signifie que la grande majorité des pertes du pays n'étaient pas des décès, mais des blessures, dont beaucoup de ces soldats ont finalement pu se rétablir complètement ou partiellement et rentrer chez eux auprès de leur famille. En Russie, le ratio s'est inversé. Pendant des années, les tactiques du hachoir à viande du pays ont causé plus de morts que la moyenne, avec environ 2 soldats russes blessés pour chaque tué. Mais selon certains rapports plus récents, il semblerait désormais que la Russie subisse 2 morts pour chaque blessé. Des sources ukrainiennes affirmant qu'environ 62% de toutes les pertes russes sont des tués, les 38% restants étant des blessés.
C'est l'un des taux de tués par blessés les plus élevés de l'histoire moderne. Les responsables ukrainiens ont évidemment intérêt à exagérer ou choisir des statistiques qui servent leur agenda. Mais il existe de plus en plus de preuves convaincantes pour étayer leurs affirmations, et tout cela se résume à une seule chose, les drones. La guerre russo-ukrainienne est devenue, à bien des égards, une guerre de drones. Les lignes de front sont saturées de véhicules aériens sans pilote, UAV. Ils survolent le ciel, cherchant des signes de vie, avant de frapper précisément toutes les cibles ennemies repérées. Ils interviennent aussi à plusieurs kilomètres autour de la ligne de front, pas seulement sur celle-ci. En conséquence, pour les troupes russes, c'est presque devenu une loterie de savoir s'ils atteindront ou non la ligne de front en un seul morceau. Même les rares chanceux qui réussissent sont attendus par d'autres drones pour être éliminés. Nombreux sont ceux qui meurent sur le coup lors des explosions de drones kamikazes. D'une certaine façon, ils sont chanceux. Les blessés restent souvent coincés dans le no man's land, saignant lentement, sans possibilité de secours ou d'évacuation. Car les médecins russes doivent aussi traverser ces territoires dangereux, en évitant de nombreux drones. Rien que pour s'approcher suffisamment, afin d'apporter une quelconque aide à leurs camarades blessés. Comme le souligne Phillips O'Brien, professeur d'études stratégiques et directeur de l'école des relations internationales à l'université de St. Andrews, si les Ukrainiens tuent 2 soldats russes pour chaque blessé, ce serait remarquable dans ce contexte. Cela ne me paraît pas improbable vu la précision des drones à vue à la première personne et la difficulté à évacuer les blessés sur le champ de bataille. Ce problème ne concerne pas seulement la Russie. L'Ukraine affronte aussi des drones ennemis sur le front. Elle doit aussi se préoccuper de la façon d'évacuer les soldats blessés, sans mettre davantage de vie en danger dans le processus. Contrairement à la Russie, qui persiste avec des tactiques coûteuses en traitant ses troupes comme de la chair à canon, l'Ukraine s'est adaptée. Elle a trouvé des solutions plus intelligentes et efficaces à ces défis, comme utiliser des véhicules terrestres sans pilote pour les évacuations. L'Ukraine a pris de l'avance sur la Russie dans la course aux drones, développant un arsenal plus diversifié et efficace pour déjouer son adversaire. C'est la différence la plus grande et la plus essentielle entre les deux camps. La Russie constate les problèmes, mais ne cherche pas de solution, se contentant d'envoyer plus d'hommes en espérant les résoudre. L'Ukraine identifie les problèmes et trouve des solutions, cherchant sans cesse à s'améliorer, gagner en efficacité et limiter ses pertes. Tout cela signifie que les tendances observées jusqu'à présent, en 2026, vont sans doute continuer. La Russie va continuer à perdre plus de 30 000 soldats par mois. En fait, les chefs militaires ukrainiens sont impatients de faire grimper ce chiffre encore plus haut, jusqu'à 40 000 voire 50 000 d'ici la fin de l'année. S'ils parviennent à s'approcher de cet objectif, ce sera dévastateur pour le Kremlin. La Russie aura presque certainement du mal à recruter des soldats en quantité suffisante pour compenser ses pertes, et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le peuple russe a pu être trompé au début de la guerre, mais après 4 ans et de nombreux échecs, beaucoup voient désormais les mensonges du Kremlin. Ils savent que la guerre est un désastre, et beaucoup ne veulent plus y participer. Même ceux qui s'engagent ne sont pas vraiment les meilleurs des meilleurs. Il s'agit souvent de personnes issues de communautés ethniques minoritaires, qui se sont senties obligées de combattre, de personnes malades ou ayant un casier judiciaire, des personnes venant d'autres pays qui ne parlent même pas un mot de russe, ou de personnes pensant n'avoir aucun choix, sans la moindre expérience ni formation militaire digne de ce nom. Alors, lorsqu'ils arrivent en Ukraine, la grande majorité continuera de mourir, rejoignant les centaines de milliers de leurs compatriotes qui sont déjà tombés avant eux. Ainsi, l'armée russe deviendra progressivement plus petite et faible, et Poutine ne peut stopper ce déclin, sauf par une mobilisation massive, qui provoquerait une vive colère dans la population. Avec la popularité de Poutine en chute libre, il ne peut vraiment pas se permettre de s'attirer davantage la colère du public, ce qui le laisse coincé entre le marteau et l'enclume, sans issue évidente. À mesure que l'armée s'affaiblit, ses progrès continueront très probablement à stagner et à s'enliser le long des lignes de front, avec seulement de minuscules poches de terrain capturées en échange de milliers de vies perdues. Cela, à son tour, pourrait ouvrir des opportunités dont les forces ukrainiennes pourraient profiter. À mesure que l'ennemi faiblit, il pourrait reprendre plus de territoire, repoussant les Russes et ruinant les espoirs de Poutine de prendre tout le Donbass d'ici la fin de l'année. Cependant, il faut aussi noter que l'Ukraine a ses propres problèmes. Lawrence Friedman, professeur au King's College de Londres, a récemment souligné que malgré les difficultés croissantes de la Russie, l'Ukraine rencontre aussi de sérieux problèmes.
Le principal problème, c'est que Kiev ne parvient pas à recruter assez de soldats, laissant une ligne de front poreuse, surtout surveillée par des drones. Ainsi, les deux camps sont confrontés à des difficultés de recrutement, et si l'Ukraine n'obtient pas les soldats dont elle a besoin, elle pourrait elle aussi avoir du mal à progresser sur le front. Cependant, la Russie fait actuellement face à des problèmes bien plus graves et nombreux que l'Ukraine. Ses pertes sont énormes, ses progrès sont lents, son économie est en crise, sa direction est en plein chaos, ses alliés l'ont abandonné. Et l'homme qui dirige tout cela, Vladimir Poutine lui-même, semble de plus en plus déconnecté de la réalité. 500 000 de ses compatriotes sont déjà morts, et il ne semble avoir aucun scrupule à sacrifier des centaines de milliers d'autres. La seule question qui restait, combien de temps le reste de la Russie va-t-il tolérer cela? À l'été 2025, des experts militaires du monde entier ont estimé que, dans sa guerre contre l'Ukraine, la Russie serait bientôt capable de lancer 1000 drones longue portée ou plus contre son ennemi chaque nuit. Le général de division Christian Freuding, chef de l'état-major de planification et de commandement du ministère allemand de la Défense, le commandant Robert Brovdi, commandant des forces ukrainiennes des systèmes sans pilote, ainsi que l'Institut pour l'étude de la guerre, ont tous supposé que la Russie pourrait atteindre cette quantité d'ici novembre. Mais la menace ne s'est jamais matérialisée. Au contraire, c'est l'inverse qui s'est produit. Ce n'est pas la Russie qui a massivement accru les frappes nocturnes à longue portée, mais l'Ukraine. Et un moment de vérité pourrait bientôt arriver pour le président russe, Vladimir Poutine. La vaste attaque de l'Ukraine contre Moscou et 13 autres régions les 16 et 17 mai a été l'une des plus importantes et des plus lourdes de conséquences contre la capitale russe. Pour beaucoup de Russes, cela a ramené la guerre chez eux de façon inédite. Pour le régime, cela a déclenché une course pour tenter de prédire la suite. La menace d'attaque, encore plus importante, est bien plus fréquente. Les frappes à longue portée du président ukrainien, Volodymyr Zelensky contre Moscou, ont suscité une grande agitation et pourraient influencer la suite des événements. Freuding et Brovdi doivent être satisfaits de savoir que leurs prédictions, selon lesquelles des essaims de 1000 drones russes terroriseraient l'Ukraine chaque nuit en quelques mois, se sont révélées largement exagérées. La Russie n'a sans doute atteint ce chiffre qu'une fois. Dans la nuit du 14 au 15 mai, elle a lancé plus de 1560 drones sur l'Ukraine, la majeure partie de l'attaque ayant eu lieu dans la nuit du 14 mai. Le nombre de drones d'attaque nocturne a bien augmenté depuis janvier, mais reste loin des 1000 par nuit. Une moyenne de 143 a été lancée ce mois-là, suivie d'une moyenne de 180 en février, 197 en mars et 240 en avril. La moyenne quotidienne semble devoir tomber à environ 185 en mai, la Russie semblant désormais stocker des drones. Pour des attaques massives moins régulières, plutôt que de tout lancer chaque nuit. Mais on est loin des prévisions initiales, surtout que de l'autre côté, les frappes ukrainiennes à longue portée augmentent à pas de géant. Ce ne sont plus les Ukrainiens qui redoutent des attaques régulières de 1000 drones, mais les Russes. Ce chiffre est peut-être encore loin d'être atteint, mais il est indéniable que l'écart entre le nombre de drones ukrainiens lancés contre la Russie et vice-versa se réduit rapidement. En 2025, les frappes ukrainiennes à longue portée ont été multipliées par 5. En mars, ils n'avaient pas seulement égalé le nombre moyen de frappes russes quotidiennes, mais ils les avaient dépassées, avec une moyenne de plus de 230 par jour. Le nombre de drones lancés est désormais important. Même s'ils sont abattus, ils consomment des missiles de défense aérienne précieux et limités. Comme l'Ukraine, la Russie affirme abattre plus de 90% des drones en approche. Contrairement à l'Ukraine, la Russie utilise surtout des missiles de défense aérienne pour intercepter les drones ukrainiens de longue portée. Comme nous le verrons, ces missiles sont rares. Plus important que le nombre de drones abattus, c'est la diversité des cibles touchées et le nombre de drones qui réussissent à atteindre leurs objectifs. Sur ces deux points, l'efficacité des frappes ukrainiennes progresse aussi de façon impressionnante. Les drones ukrainiens causent désormais régulièrement des dégâts à Moscou. Il n'est pas rare sur cette planète que la richesse et le pouvoir d'une nation soient concentrés dans et autour de sa capitale. Mais Moscou et la Russie sont un cas particulier. Comme l'explique dans un essai récent l'auteur et analyste Elvira Bagui, née en Russie et basée aux États-Unis, Moscou est littéralement le cœur politique et émotionnel de la Russie. Les régions frontalières ont longtemps vécu bien plus près de la guerre. Belgorod, Koursk, Briansk et d'autres ont entendu des explosions, vu des incendies, géré des évacuations et observé le front se rapprocher psychologiquement. Pour eux, la guerre n'a jamais été abstraite, écrit-elle. En Russie, les régions n'ont aucun pouvoir sur la gouvernance du pays, poursuit-il. Tout le pouvoir se concentre à Moscou.
Dans ce système, la souffrance des régions périphériques devient un simple bruit de fond. Mais quand des drones pénètrent l'espace aérien de Moscou, l'équilibre émotionnel change, car Moscou était censé être la zone la plus sûre. Comme l'a clairement démontré la vaste attaque de l'Ukraine contre Moscou plus tôt dans le mois, ce sanctuaire n'est plus sûr et cela change tout pour les Moscovites, les Russes des autres régions et la direction du pays. Pour une preuve irréfutable que les frappes de l'Ukraine sur Moscou ont fondamentalement changé le statu quo en Russie, il suffit de regarder l'annonce de cette semaine de l'organisation publique interrégionale russe des pilotes et propriétaires d'aéronefs, appelée AOPA. Selon cette annonce, en seulement quelques jours au début du mois de juin, tous les vols d'aéronefs civils à des altitudes inférieures à 16 732 pieds seront complètement interdits dans la zone aérienne de Moscou, ou FAR. La zone d'exclusion aérienne atteint aussi la frontière biélorusse. La FIR de Saint-Pétersbourg à l'ouest, la FIR de Saint-Pétersbourg au nord, la FIR d'Yekaterinbourg au nord-est, la FIR de Samara à l'est et au sud-est. Et au régime temporaire établi dans le sud de la Fédération de Russie. Très peu de Russes pensaient à ce résultat possible, même il y a un an. L'espace aérien au-dessus de Moscou et au cœur de la Russie est fermé indéfiniment au trafic à basse altitude. Désormais, sauf au décollage et à l'atterrissage, l'altitude spécifiée signifie que les avions de ligne devraient encore pouvoir traverser la zone d'exclusion aérienne en sécurité. Les avions de ligne civile volent généralement à des altitudes comprises entre 30 000 et 42 000 pieds, en raison de l'efficacité énergétique accrue, de l'évitement des mauvaises conditions météorologiques et de la marge de sécurité supplémentaire que cette altitude offre. Mais la zone d'exclusion aérienne ne vise pas ces avions. Des exceptions à la règle d'interdiction de vol sont en fait prévues pour les vols réguliers et charters de passagers opérant à destination et en provenance des aéroports. Les restrictions ne concerneront pas les évacuations médicales, l'aviation sanitaire, les travaux chimiques aériens, la surveillance des infrastructures et les vols sous contrat gouvernemental. Les mesures visent à dégager le ciel pour que les défenses russes abattent plus facilement les drones ukrainiens. Les drones ukrainiens volent habituellement sous la limite de 16 700 pieds. La plupart des drones ukrainiens de frappe à longue portée, tels que le Firepoint FP1, le FP1, les RS-1 bar et les UJ-22 Airborne modifiés, opèrent entre 1600 et 9800 pieds, bien en dessous de l'altitude limite. Voler plus bas permet aux drones d'échapper au radar et d'éviter les systèmes de défense aérienne à haute altitude, comme le S-400 et le S-300. La Russie doit donc compter davantage sur des systèmes à courte portée comme le Pantsir, le Tor et la détection visuelle nettement moins efficaces face aux essaims de drones. C'est un énorme problème pour la Russie, car son système de défense aérienne multicouche a été considérablement affaibli, et plus l'Ukraine frappe souvent, plus il s'affaiblit. Ce problème de dégradation des défenses aériennes ne concerne pas que la Russie. L'un des enseignements les plus importants de la guerre en Ukraine est que les systèmes de défense aérienne traditionnels, comme le système Patriot américain, l'Iris-T allemand et, en effet, les S-300 et S-400 russes, ne sont pas adaptés comme système anti-drone. Ces systèmes et leurs missiles coûtent des centaines de milliers à des millions de dollars à produire. La production des missiles est aussi très longue. Il n'est tout simplement pas envisageable de dépenser de telles sommes et d'épuiser vos arsenaux à abattre des drones qui coûtent des dizaines de milliers de dollars à produire et qui peuvent être fabriqués à raison de centaines par mois. La guerre des États-Unis et d'Israël contre l'Iran a clairement mis ce dilemme en évidence. Le système Patriot s'est révélé efficace contre les attaques de missiles russes. En fait, ce système est un élément essentiel de la défense antimissile aérienne de l'Ukraine. Avant l'opération Epic Fury, l'Ukraine peinait déjà à obtenir assez de missiles PAC 2 et PAC 3 pour alimenter ses systèmes Patriot. Aujourd'hui, elle lutte pour obtenir tout ce qu'elle peut. Début mai, le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Ignat, a affirmé « Actuellement, les lanceurs de certaines unités et batteries sont à moitié vides, et c'est un euphémisme. Nous devons rationner les missiles à cause de problèmes d'approvisionnement. » Il a ajouté que l'Ukraine a dû demander à ses alliés aussi peu que 5 à 10 missiles à la fois pour des systèmes comme NASAMS et Iris-T. Avec plus de 700 missiles lancés sur l'Ukraine en 2025 par la Russie, on voit à quel point les problèmes sont graves. Les Russes rencontrent le même problème, bien que moins grave pour l'instant, car la Russie a eu à repousser bien moins de missiles longue portée que l'Ukraine. Cela changera sûrement avec l'augmentation de la production des missiles Neptune, Flamingo et autres par l'Ukraine. Mais à cet égard, la Russie a eu la tâche relativement facile et a pu tirer des missiles S-300 et S-400 sur les drones ukrainiens si elle le souhaitait, en conséquence. Cependant, leur coût de 300 000 à 4 millions de dollars
rend leur utilisation contre des drones beaucoup moins chère, tout aussi intenable à long terme que pour l'Ukraine, les États-Unis ou n'importe qui d'autre. L'Ukraine a réagi en développant de nombreux systèmes anti-drones sur son sol et en devenant un incubateur pour divers projets en cours dans des pays partenaires tels que les États-Unis, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la Suède. Il ne se passe pratiquement pas une semaine sans qu'un nouveau système mobile de tir, un système d'interception de drones, un système à énergie dirigée ou une autre innovation ne soit dévoilé. La Russie, lente à adopter ces systèmes alternatifs, en subit aujourd'hui les conséquences face à l'intensification des attaques ukrainiennes. Ces défenses aériennes parviennent peut-être encore à abattre la majorité des drones ukrainiens, mais le nombre sans cesse croissant de drones auxquels elle doit faire face entraîne une dégradation toujours plus importante de ces défenses, et de plus en plus de drones parviennent à passer et à détruire des infrastructures critiques. Vous aimez cette analyse de l'actualité ukrainienne? C'est ce que propose l'émission Militaire, des mises à jour et analyses quotidiennes des principales actualités militaires et géopolitiques. Abonnez-vous à la chaîne si vous voulez savoir non seulement ce qui s'est passé, mais aussi pourquoi c'est important. Les analystes ukrainiens Obos et Résistance à l'information ont identifié 4 principales raisons expliquant pourquoi l'Ukraine réussit davantage à percer les défenses aériennes russes de Moscou. Premièrement, ils soulignent le fait qu'il n'y en a tout simplement pas assez en place, et cela malgré le fait que la Russie dispose de certaines des défenses aériennes les plus complètes de la planète. Au printemps 2026, Moscou est protégé par 2 anneaux de défense aérienne denses, plusieurs positions en ville et diverses zones d'engagement dans la grande région, soit 4 couches de défense. Selon les analystes OSINT, environ 130 positions de défense aérienne sont déployées dans et autour de la capitale au total. L'anneau interne repose sur environ 100 systèmes de défense Pantsir-S1 et quelques systèmes Tor installés pour intercepter drones et missiles de croisière ukrainiens. Ils sont renforcés par environ 25 batteries S-400 utilisées pour intercepter les missiles de croisière et balistiques. Comme l'Ukraine, la Russie utilise aussi sa force aérienne pour abattre des drones. L'Ukraine utilise les canons et les missiles de ses chasseurs F-16 et Mirage 2000 ainsi que de ses hélicoptères Mi-8, 17 et Mi-24, 35. La Russie fait de même avec ses chasseurs Su-35, Su-30 SM et MiG-31, ainsi qu'avec ses hélicoptères Ka-52 et Mi-28. Elle a également commencé récemment à produire en masse des drones intercepteurs Yolka, à lancement manuel dotés d'IA, ainsi que de nouveaux systèmes anti-drones prétendument high-tech, comme le ZAK-30, Citadel, le Zuba et le Titan. Et pourtant, malgré tout cela, environ 10% des drones ukrainiens, lancés entre le 16 et le 17 mai, sont tout de même parvenus à passer. Comme le note le média ukrainien Obos Rivertal, malgré 4 anneaux de défense aérienne autour de Moscou, et la densité record des contre-mesures, cela n'a pas suffi à intercepter toutes les cibles. Il s'est avéré qu'il y avait suffisamment de failles et de vulnérabilités dans la défense pour percer les anneaux créés. La raison en est probablement en partie liée au deuxième facteur identifié par les équipes OSINT ukrainiennes. Ils sont à court de munitions. Fin avril, le chef de l'armée ukrainienne, Oleksandr Syrsky, a souligné que les frappes répétées sur les sites de production russes affaiblissent encore plus la défense aérienne ennemie, déjà en manque de missiles pour contrer les drones et autres moyens de frappe ukrainiens. Comme indiqué, la Russie utilise surtout le Pantsir pour défendre ses villes. Mais en février, l'Ukraine a affirmé avoir détruit la moitié des principaux systèmes Pantsir russes, et les blogueurs militaires russes semblent confirmer ces pertes. En avril, le célèbre groupe de blogueurs militaires russes, Rybar, écrivait « Il est physiquement impossible de produire des dizaines de milliers de missiles Pantsir à partir de rien, indiquant une pénurie. » La chaîne a ajouté que les forces russes de missiles antiaériens étaient poussées à leurs limites et consommaient des munitions à un rythme accéléré. Rybar a proposé que la Russie adopte une stratégie anti-drone semblable à celle de l'Ukraine, axée sur des groupes de tir mobiles et des équipes opérant des drones intercepteurs. L'arrivée du Yolka et d'autres systèmes indique que certains acteurs du complexe militaro-industriel russe partagent ce point de vue. Mais est-ce que cela ne risque pas d'être trop peu, trop tard ? Le troisième facteur identifié est ce que Bozrovartel appelle le retard technologique. Ils affirment que certains systèmes de défense aérienne russes, notamment le Pantsir, rencontrent des problèmes de contrôle de tir, guidage, radar, fixation, suivi et destruction des cibles. Ils indiquent que le Pantsir accomplit très mal ses missions à cause de nombreux problèmes technologiques impossibles à résoudre entièrement à cause des sanctions.
Ils essayent de les corriger partiellement, en plaçant ce moyen le plus courant et le plus basique de lutte contre les drones dans un petit rayon, sur des tours et des toits de bâtiments. Mais l'amélioration de l'efficacité grâce à de telles mesures est insignifiante. Maintenant, une analyse distincte menée par le site militaire ukrainien Militarny contredit en partie la seconde partie de cette affirmation. Dans une analyse récente des défenses aériennes de Moscou après la frappe majeure ukrainienne, ils indiquent que les Pantsir occupent deux principaux types de positions de défense. Remblais de terre avec plateformes d'accès en béton et tours métalliques où les systèmes sont installés par grue. Ils affirment que surélever ces systèmes au-dessus du niveau du sol augmente l'horizon radar et améliore la détection ainsi que l'engagement des petites cibles à basse altitude. Il est difficile de dire avec certitude si cela a vraiment amélioré leur efficacité. Rybar conteste aussi l'inefficacité du Pantsir. En juin de l'année dernière, ils ont écrit « Avant l'OMS, l'opération militaire spéciale, ils étaient critiqués par tout le monde. Après des améliorations tirées du combat, le système est devenu très efficace, peut-être le meilleur système de défense aérienne russe, abattant même des drones d'attaque. » Ils citent une nouvelle configuration de missiles pour le Pantsir, qui transporte 48 mini-missiles spécialement conçus pour les opérations contre les essaims de drones, comme preuve de l'efficacité accrue, ainsi que l'introduction de la variante Pantsir SMDE. Ce serait une version réduite du système, utilisant de petits missiles similaires pour protéger des objets fixes. Ces développements ne semblent pas montrer de retard technologique, mais le fonctionnement réel de ces nouveaux systèmes, encore peu répandus, demeure incertain. Une chose est sûre, l'Ukraine réduit systématiquement le nombre de systèmes de défense aérienne dont dispose la Russie, ce qui, selon eux, constitue le quatrième facteur cité par Abosrovetel. Les forces d'occupation russes perdent chaque mois des dizaines d'unités de défense aérienne, mais n'en produisent que très peu. La compensation des pertes accuse un retard critique par rapport au niveau des pertes elles-mêmes, et chaque mois, les moyens de défense aérienne de la Russie deviennent de moins en moins nombreux. Écrit Rybar. Les données des forces armées ukrainiennes confirment leurs propos. Selon une analyse des statistiques officielles ukrainiennes réalisée par l'analyste Ozint Kyle Glenn, entre janvier et fin mars, l'Ukraine a touché 85 unités d'équipement de défense aérienne, y compris des systèmes de missiles solaires et des systèmes radars. C'est presque 3 fois le taux d'attrition enregistré en 2025. Glenn note que l'augmentation est d'environ 240% par rapport aux 3 mois précédents. Selon lui, ce fait explique presque certainement l'efficacité accrue des frappes ukrainiennes, à longue portée, en 2026 Kiel. L'Institut de Kiel a estimé qu'au début 2025, la Russie produirait chaque mois 4 systèmes de défense aérienne à moyenne et longue portée, et 14 à courte portée. La Russie a accru la production de composants S-400 cette année, mais ces systèmes de défense aérienne haut de gamme sont détruits plus vite qu'ils ne sont fabriqués. En rassemblant tous ces éléments, on comprend exactement pourquoi, concrètement, les Russes commencent à paniquer à l'idée que 1000 drones ukrainiens terrorisent Moscou chaque jour. Mais il y a aussi un aspect psychologique, sans doute encore plus dévastateur à long terme. Bagui affirme que les frappes sur Moscou ont sapé la confiance des Russes dans la capacité de Poutine à les protéger. Moscou regorge de gens qui soutiennent la guerre, dit-elle. Ils n'approuvent pas forcément la guerre, mais peuvent paniquer et demander des explications. Ils peuvent demander pourquoi la défense aérienne a échoué, pourquoi les aéroports ont été perturbés, pourquoi l'État ne les a pas prévenus, et pourquoi les autorités affirmaient tout contrôler malgré les vidéos. Pour un système autoritaire, cela importe plus que la souffrance des gens loin d'ici. Le Kremlin ne peut ignorer l'inquiétude proche de sa machine, écrit Bagui. Bagui affirme aussi que les frappes ont détruit l'illusion de victoire diffusée par la propagande russe. Tant que la guerre restait lointaine, cela fonctionnait, écrit-elle. Mais les attaques de drones sur Moscou créent une contradiction brutale. Si la Russie gagne, pourquoi Moscou est-elle attaquée? Si l'Ukraine est en faillite, comment atteint-elle la capitale d'une puissance nucléaire? Si l'armée progresse chaque jour, pourquoi les installations pétrolières, les aérodromes, les usines et les aéroports à l'intérieur de la Russie deviennent-ils des cibles? Elle affirme que les drones ukrainiens frappant Moscou sont plus qu'une humiliation militaire. Cela attaque le mythe à sa racine. Cela pousse les Russes ordinaires à remettre en question ce qu'on leur dit, les autorités, et surtout, la position et l'image auparavant inattaquables de Poutine lui-même. Comme le note Bagui, des frappes sur Moscou pourraient, à long terme, briser l'illusion de sécurité, conduire à la chute du régime de Poutine, et pousser la Russie à agir plus dangereusement. C'est de la psychologie de base. Les gens effrayés veulent plus de protection, et plus ils ont peur, plus ce qu'ils perçoivent comme une protection devient souvent irrationnel.
Actuellement, comme le souligne Bougie, l'intensification des frappes ukrainiennes au cœur de la Russie ne provoque pas d'appel à des négociations pour arrêter la guerre. Bien au contraire, l'ambiance à Moscou, et même dans tout le pays, semble s'être considérablement durcie, tant parmi la population que parmi les élites, et le risque grandit que tout cela débouche sur une confrontation nucléaire. Des partisans de la ligne dure, tels que le professeur Sergueï Karaganov, demandent depuis longtemps que la Russie restaure sa dissuasion en utilisant des armes nucléaires tactiques contre l'Ukraine. Il est discutable de savoir si cela entraînerait une guerre nucléaire totale avec l'OTAN, ou si cela rétablirait effectivement une forme de dissuasion. Ce qui n'est pas discutable, c'est que dernièrement, il appelle à des frappes contre les pays européens, impliqués dans la production de drones pour l'Ukraine. D'abord, il dit qu'ils devraient être frappés avec des armes conventionnelles. Si cela ne les ramène pas à la raison, ils devraient ensuite être frappés par des armes nucléaires. Maintenant, Karaganov n'est pas qu'un universitaire. Il conseille les présidents soviétiques et russes depuis les années 1980 et fait partie des personnes les plus puissantes hors du cercle proche de Poutine. Il a été écarté du cercle proche de Poutine à cause de son radicalisme supérieur à celui de Poutine. Il y a 2 ans, la plupart des élites russes soutenaient la stratégie plus graduelle de Poutine. Aujourd'hui, il affirme que ses vues dominent largement. Selon les médias russes et réseaux sociaux, comme le dit Bagui, la population partage le même état d'esprit. Les appels sont à les frapper plus fort et à leur donner une leçon, pas à capituler, et Poutine semble avoir répondu de la même manière. Après l'attaque ukrainienne la semaine dernière contre Starobelsk, dans l'oblast de Louhansk occupé, les Russes déclarent qu'un dortoir universitaire a été délibérément visé, causant la mort de 21 étudiants et blessant des dizaines d'autres. La Russie a lancé sa frappe la plus intense sur Kiev et d'autres régions depuis le début de la guerre, touchant presque tous les quartiers de la ville. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré que l'attaque de Starobelsk avait épuisé la patience de la Russie et que la frappe sur Kiev n'était que le début d'une série de frappes plus lourdes. Il a conseillé aux ambassades d'évacuer la ville et aux habitants d'éviter les sites administratifs et militaires. En réponse, Zelensky reste défiant, promettant encore plus de sanctions à longue portée. Il reste à voir si les Russes bluffent, s'ils ont la puissance conventionnelle pour sérieusement affaiblir l'Ukraine, ou si Poutine, ou celui qui lui succédera s'il est évincé, est prêt à appuyer sur le gros bouton rouge. Alors que le Kremlin continue de faire passer le message que l'effondrement de l'Ukraine est inévitable, la réalité sur le champ de bataille raconte une toute autre histoire. La Russie n'est pas en train de déferler sur l'Ukraine. Elle souffre pour chaque centimètre de territoire qu'elle gagne. Au rythme actuel de progression, la Russie devrait sacrifier 1,5 million de ses soldats pour prendre Donetsk et il lui faudrait 183 ans pour occuper toute l'Ukraine. Oublie la victoire, Poutine. Il semble qu'il faille préparer une chambre cryogénique pour que tu survives jusqu'à la victoire russe que tu juges inévitable. D'abord, on se dirige vers Donetsk. Longtemps convoité par Poutine, Donetsk est le centre des combats depuis l'invasion russe de l'Ukraine. Maintenant, Poutine agit comme si 2026 était l'année où Donetsk tomberait. Son offensive de printemps vise la ceinture de villes fortifiées qui empêchent la Russie de s'emparer de l'oblast de Donetsk. La Russie est même tellement confiante dans sa victoire inévitable qu'elle a donné l'ordre à l'Ukraine de retirer toutes ses troupes du Donbass, dont Donetsk fait partie, d'ici la fin du mois de mai. En ne regardant que les actions russes, on pourrait croire au récit de Poutine disant que Donetsk va tomber. Mais derrière cette bravade se cache un sombre secret. Donetsk est tellement loin de tomber qu'il en coûtera à la Russie une armée entière, voire plusieurs, rien que pour prendre la région. Lors de la réunion du Conseil de sécurité du 20 avril, Andriy Melnik, représentant permanent de l'Ukraine à l'ONU, a révélé la vérité que Poutine tente désespérément de dissimuler à Donetsk. Alors que Poutine appelle l'Ukraine à se retirer et à céder, il perd des soldats à un rythme effarant, et il devra en perdre beaucoup d'autres avant de pouvoir prendre Donetsk par la force. Selon cette logique de guerre, pour prendre tout le territoire de Donetsk par la force, M. Poutine devrait envoyer au moins 1,5 million de soldats de plus à la mort, a déclaré Melnik au Conseil. Il a ajouté que les affirmations de la Russie, selon lesquelles l'Ukraine devrait se retirer de Donetsk, sont absurdes, alors qu'il reste environ 6000 km² de territoire dans cette région que l'Ukraine contrôle encore. Ces 6000 km abritent des centaines de milliers de civils ukrainiens. Et tout appel à l'Ukraine à céder reviendrait à abandonner ces innocents à un régime russe barbare qui veut détruire tout ce que l'Ukraine chérit. Les chiffres sont choquants, mais les calculs sont-ils fiables ? Selon Melnik, oui.
Pire encore, 1,5 million pourrait même être une sous-estimation pour la Russie. Explication à venir, commençons avec les chiffres de Melnik. Le représentant ukrainien à l'ONU a obtenu ce chiffre d'1,5 million grâce à une équation simple. Il reste environ 6000 km² de Donetsk à occuper par la Russie. En ce moment, Melnik dit que la Russie perd des soldats à un rythme de 254 pour chaque kilomètre carré qu'elle capture. Multipliez 6000 par 254 et vous obtenez 1 524 000 pertes. Au contraire, Melnik a sous-estimé les pertes russes à Donetsk. 24 000 pertes supplémentaires, ce n'est pas rien. Même si la Russie sacrifie joyeusement plus de vies russes que ce chiffre chaque mois en Ukraine depuis des années. Mais la situation empire pour Poutine. Si le chiffre de 254 pertes par kilomètre carré gagné est déjà dévastateur, à Donetsk, il pourrait être encore supérieur. C'est selon un rapport du 15 avril de RBC Ukraine, qui cite le ministre ukrainien de la Défense, Mikhailo Fedorov. « Nous rendons chaque mètre de terre ukrainienne extrêmement coûteux pour l'ennemi », a affirmé Fedorov, ajoutant que la Russie perd désormais 254 soldats pour chaque kilomètre carré. Dans la région de Donetsk, l'ennemi perd en moyenne 428 soldats par kilomètre carré. Avez-vous remarqué quelque chose à propos de cette citation ? 254 soldats pour chaque kilomètre carré, c'est la moyenne pour toute l'Ukraine. À Donetsk, le chiffre est bien plus élevé. 428 meurent pour chaque kilomètre carré gagné, et cela a un effet drastique sur les chiffres que Melnik a partagés avec l'ONU. Si l'Ukraine peut maintenir ce taux d'attrition aussi longtemps qu'il faudra à Poutine pour capturer Donetsk, alors le nombre de pertes russes pour prendre l'oblast ne sera pas de 1,5 million, mais de 2 568 000. 1 million de corps supplémentaires s'ajouteront, tous sacrifiés par l'entêtement de Poutine à Donetsk. Ce qui serait déjà une catastrophe pour la Russie à Donetsk pourrait en réalité être encore pire qu'il n'y paraît. Les moyennes régionales ont contredit les propos de Poutine sur la cession de Donetsk par l'Ukraine. Si vous avez besoin d'un peu plus de contexte à ce sujet, même dans le meilleur des cas, cela signifie que la Russie double plus que son taux de perte dans la guerre en Ukraine jusqu'à présent. Entre le moment où Poutine a lancé son invasion à grande échelle et le 22 avril, l'Ukraine affirme que la Russie a perdu plus de 1,32 million de soldats. Si les chiffres de Fedorov sont justes, les pertes russes tripleront presque d'ici la chute de Donetsk. Arrêtons-nous un moment sur l'hypothèse d'un doublement des pertes russes. La Russie devra-t-elle encore attendre 4 ans et subir autant de pertes pour prendre Donetsk ? Pas forcément. En ne considérant que le doublement des pertes russes, on oublie que l'avancée russe en Ukraine a presque cessé ces 4 dernières années. Pour aggraver ce problème, l'Ukraine inflige un taux de perte par kilomètre carré plus élevé que jamais auparavant. Pour le prouver, on peut voir ce que la Russie a fait en 2025. Selon la BBC, la Russie a réussi à s'emparer de 4700 km² de l'Ukraine en 2025. Le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, Alexandre Syrsky, affirme que la Russie a perdu près de 420 000 soldats pour obtenir ces gains. Donc, un calcul simple nous montre que cela correspond à un taux de perte de 89,3 par kilomètre carré. Le taux dans la région de Donetsk est entre 3 et 5 fois plus élevé que cela. Donc, ce que nous voyons ici, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment de la Russie qui ralentit complètement dans le Donetsk, au point qu'il lui faudrait encore 4 ans pour capturer la région. Attention, il y a un ralentissement, ce qui aggrave le problème majeur du Donetsk pour Poutine. En réalité, la Russie perd plus de soldats au kilomètre carré qu'à tout autre moment de la guerre. Si la Russie poursuit son avancée dans le Donetsk, rien n'indique que Poutine s'arrêtera. S'il n'obtient pas la soi-disant solution diplomatique qu'il souhaite, il faudra probablement à la Russie, jusqu'à la fin de 2027 voire jusqu'en 2028, pour finalement renverser la plus grande cible de Poutine, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, ou ISW. Donc, pas tout à fait 4 ans. Il s'agit d'environ 2 ans, plus ou moins 1,5 million de victimes pour prendre une partie de l'Ukraine qui n'est que de 1300 km², plus grande que ce que la Russie a pris pendant toute l'année 2025. Ce ne sont pas vraiment de bons calculs pour Poutine. Tous ces chiffres révèlent que Poutine fait face à un véritable casse-tête à Donetsk, et il devient de plus en plus désespéré de le résoudre, sans être obligé de mettre à exécution ses menaces de prendre Donetsk par la force. Il y a aussi ce que tous ces chiffres disent sur l'ambition de Poutine de prendre le reste de l'Ukraine à prendre en compte. Mais avant d'approfondir tout cela, vous regardez l'émission militaire. Il y a encore beaucoup plus de contenu comme celui-ci, alors assurez-vous de vous abonner si vous trouvez de la valeur sur cette chaîne. Donc, Donetsk. C'est un peu un problème pour Poutine.
Le dirigeant russe devient désespéré, d'où l'intensification des exigences pour que l'Ukraine cède Donetsk et le Donbass. Ces exigences ne sont pas nouvelles. Elles font partie des revendications maximalistes de Poutine pour un traité de paix depuis le début, et ont été le principal obstacle à une déclaration de paix. Mais aujourd'hui, les exigences de Poutine pour le retrait de l'Ukraine de Donetsk sont plus pressantes et fébriles. Melnik a révélé pourquoi dans son discours lors de la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, lorsqu'il a déclaré « À l'heure actuelle, la Russie ne contrôle pas plus de 20% de la région de Donetsk, un territoire que M. Poutine exige sous la forme d'un ultimatum pour que l'Ukraine se rende sans combattre. C'est du pur chantage. » L'ambassadeur ukrainien auprès de l'ONU a également soulevé un point intéressant sur ce que signifie réellement le taux de pertes actuel de la Russie. Il cite la guerre d'hiver entre l'Union soviétique et la Finlande, qui a fait rage entre 1939 et 1940 comme exemple. Lors de cette guerre, l'Union soviétique a eu un taux de perte 100 fois inférieur par kilomètre carré gagné, mais ce fut un échec, puisqu'elle n'a obtenu qu'environ 9% du territoire finlandais par traité. Aujourd'hui, la Russie exige un pourcentage plus élevé, malgré la perte de beaucoup plus de soldats qu'en Finlande. Il y a quelque chose qui cloche. Poutine cherche à transformer la pression russe à Donetsk en accord diplomatique, espérant en tirer plus que ce que son incompétence stratégique lui a permis d'obtenir dans la région. Il y a une raison principale à cela. Poutine sait que s'il n'arrive pas à convaincre l'Ukraine de céder Donetsk et le Donbass par un traité de paix, alors la Russie devra se battre pour ces régions. Malgré sa fanfaronnade et les ultimatums de Poutine, la Russie ne veut surtout pas se battre pour Donetsk. Car Donetsk abrite une force si redoutable qu'elle anéantit les soldats russes à un rythme inédit dans cette guerre, la ceinture de forteresse. Peut-être que la zone la plus dangereuse d'Ukraine se trouve devant Poutine et la prise de Donetsk, cette ceinture causant déjà le taux élevé de pertes au kilomètre carré dans la région. L'ISWE décrit l'ampleur du défi que la Russie affronte pour s'emparer de la ceinture de forteresse. S'étendant sur environ 50 km de défense allant du nord au sud, le long de l'autoroute H20, Konstantinivka, Sloviansk, la ceinture de forteresse est composée de plusieurs villes qui comptaient ensemble une population de 380 000 habitants avant la guerre. Cela montre la taille de ces villes. Depuis plus de 10 ans, l'Ukraine renforce les défenses de ces villes, accélérant ce processus en retenant la Russie dans d'autres zones de Donetsk. La ceinture de forteresse forme désormais une barrière, infligeant de lourdes pertes à toute armée tentant de la prendre par voie terrestre. La densité de population dans un espace aussi limité montre un développement urbain inédit pour les soldats russes. De nombreux bâtiments servent aux défenseurs ukrainiens contre la Russie. Cela implique aussi de nombreux bâtiments que les soldats russes doivent prendre pour occuper Donetsk. La guerre urbaine est lente et risquée, même dans de bonnes conditions, et devient plus mortelle quand l'armée d'invasion doit prendre plusieurs villes proches. Ajoutez à cela les fortifications ukrainiennes, et le fait que la ceinture de forteresse est sur un terrain surélevé. Et la Russie a littéralement une tâche ardue devant elle si elle veut prendre Donetsk par la force. La ceinture de forteresse est éloignée du lieu où l'Ukraine résisterait en dernier. Ce terme convient à Donetsk, mais pendant que la Russie envoie des troupes contre les forteresses, chaque délai pour percer les défenses ukrainiennes permet à l'Ukraine de renforcer ses fortifications à l'ouest. Même si la ceinture de forteresse finit par tomber, toute ambition que Vladimir Poutine pourrait avoir d'utiliser cette victoire comme tremplin pour prendre le reste de l'Ukraine s'effondrerait dès que ses soldats regarderaient au-delà de Donetsk et découvriraient que le même genre de défense les attend encore plus loin en Ukraine. La ceinture de forteresse décime les soldats russes, qui n'ont même pas entamé les défenses. Pourtant, écouter la Russie donnerait une autre impression. Le chef d'état-major russe, Valery Gerasimov, a fait des déclarations intéressantes mi-avril. Il affirme que les troupes russes ont réussi à capturer plus de 1700 km² de l'Ukraine, ainsi que 80 localités jusqu'à présent, en 2026. En mars et avril, la Russie a conquis 700 km² et 34 localités dans le cadre de l'offensive de printemps, qui se concentre principalement sur Donetsk. Ces chiffres sont conçus pour être suffisamment crédibles afin de donner l'illusion que la Russie progresse à Donetsk et ailleurs en Ukraine, sans être trop élevés pour qu'ils puissent être écartés d'emblée compte tenu de la lenteur de la progression russe jusqu'à présent lors de l'invasion de l'Ukraine. Mais remarquez que nous avons dit « conçu ». Selon l'ISWE, plus de 1700 km² pris à l'Ukraine en 2026 est une énorme surestimation. Les moins charitables diraient que c'est une pure invention.
Une analyse de l'ISW suggère que même l'estimation la plus généreuse affirme que la Russie n'a réussi à occuper que 715 km² au maximum depuis le début de l'année. Le chiffre réel est probablement bien plus bas. Le propre décompte de l'ISW, qui est établi à partir de données en source ouverte, indique que la Russie n'a réussi à prendre que 381,5 km² de l'Ukraine, et 13 localités jusqu'à présent en 2026. Il y a aussi des pertes, près de 60 km² rien qu'en mars, ce qui nous montre que le rythme déjà glacial de progression de la Russie est encore ralenti par les contre-attaques ukrainiennes. Nous ne savons pas si Poutine voit ces chiffres. Mais même les chiffres manipulés qui lui sont probablement transmis par des personnes comme Gerasimov suffisent à créer un sentiment de désespoir au sein du Kremlin. La raison pour laquelle la Russie veut qu'on lui cède Donetsk par l'Ukraine est ainsi révélée. Ce n'est pas la Russie qui impose ses exigences en position de force. Poutine et ses acolytes voient le rythme lent des avancées et les pertes énormes subies pour réaliser ces progrès, et ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter d'avoir à prendre Donetsk par la force, même s'ils menacent de le faire. C'est essentiellement Poutine qui dit à l'Ukraine d'abandonner un combat que l'Ukraine est en train de gagner. Et le désespoir du dirigeant russe commence déjà à se faire sentir. Constatant qu'Ukraine refuse de céder Donetsk, Poutine promet que la Russie continuera à se battre et supplie les oligarques russes de financer sa cause. La Fondation pour la défense des démocraties a rapporté le 1er avril que lors d'une réunion en mars, Poutine a sollicité l'aide des élites économiques russes les plus riches. Poutine aurait déclaré que ses propriétaires ne devraient pas dépenser leurs bénéfices dans leurs entreprises. Ils devraient contribuer au budget de l'État finançant la guerre. Incroyablement, l'argument aurait apparemment fonctionné. Souleyman Karimov, qui est un oligarque de premier plan, aurait remis 1,23 milliard de dollars. D'autres oligarques ont également accepté de contribuer. Mais appelons les choses par leur nom. Poutine fait la manche parce que sa guerre contre l'Ukraine a conduit la Russie au bord de la faillite. Une nouvelle échéance concerne le Donbass. La Russie vise désormais à capturer la région d'ici septembre, selon Vadim Skibitsky, chef adjoint du renseignement ukrainien. Nous voulons dire que la Russie peut prétendre cela autant qu'elle le souhaite. Tous les chiffres que nous avons révélés dans cette vidéo signifient que nous pourrions poliment qualifier cette dernière échéance de vœu pieux. Si nous sommes moins polis, Poutine doit avoir perdu la tête. Maintenant, il y a encore un petit calcul que nous pouvons faire pour vous montrer à quel point la campagne de Poutine pour l'Ukraine va s'avérer vaine pour la Russie. Si nous élargissons la portée de l'invasion russe au-delà de la région de Donetsk, la Russie a encore environ 80% de l'Ukraine à conquérir. Malgré les affirmations de Poutine selon lesquelles la Russie s'arrêterait au Donbass si l'Ukraine cédait ce territoire, il est évident que Poutine veut l'ensemble du pays. Il ne va pas s'arrêter tant qu'il ne l'aura pas obtenu. En réalité, il va s'arrêter. Il sera obligé de le faire. Poutine sera décédé avant de voir la Russie contrôler l'Ukraine si la guerre continue ainsi, souligne Melnik. Il dit que pour que la Russie prenne toute l'Ukraine tout en subissant son taux de perte actuel, il lui faudrait 183 ans et 122 millions de personnes pour y parvenir. Vous pouvez faire quelques calculs pour voir si Melnik a raison, du moins en ce qui concerne le nombre de pertes. Selon GIS Geography, l'Ukraine est le deuxième plus grand pays d'Europe, et elle s'étend sur 603 628 km². Au 4 mars, la Russie contrôlait 19,4% de ce territoire, et comme vous l'avez vu plus tôt, elle n'a pas vraiment fait de progrès rapide depuis. Sur cette base, on peut dire que la Russie contrôle presque 111 104 km² de l'Ukraine, un chiffre qui inclut la péninsule de Crimée que la Russie a annexée illégalement en 2014. Si l'on soustrait ce que la Russie contrôle de ce qu'il reste à l'Ukraine, il reste 486 524 km² de territoire ukrainien à occuper. Multipliez ce chiffre par 254 et vous n'obtenez pas 122 millions de pertes avant que la Russie ne s'empare de l'Ukraine, mais 123,57. C'est un chiffre fou, et il paraît évident que la Russie ne pourrait jamais le supporter. Mais il faut aussi considérer les 183 années à venir. Poutine, tu as déjà 73 ans ? On ne sait pas ce que tu crois savoir sur l'espérance de vie, mais on est sûr que tu ne seras plus là dans 183 ans. Tu pourrais vivre plus de 2 vies supplémentaires en plus de celles que tu as déjà vécues, et la Russie ne contrôlerait toujours pas l'Ukraine au rythme actuel des choses. Poutine devrait renoncer à gagner. Donetsk montre à Poutine qu'il doit retirer la Russie de cette guerre tant qu'il le peut. S'il ne le fait pas, il sera mort depuis longtemps sans avoir vu de véritables progrès, et celui qui lui succédera devra gérer un pays consumé par l'ampleur même des sacrifices que Poutine a exigés.
L'Ukraine ralentit davantage la Russie en reprenant du territoire par de remarquables contre-attaques. La stratégie de défense active appliquée dans la ceinture de forteresses a été très efficace dans le sud de l'Ukraine, permettant au pays de libérer beaucoup de territoires. Découvrez-en plus dans notre vidéo. Et si vous avez apprécié cette vidéo, assurez-vous de vous abonner à l'émission Militaire pour voir plus d'analyses des chiffres qui se cachent derrière la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous avoir regardés.